Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer. Rural Hammer, le podcast du wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous. Et aujourd'hui, nous allons discuter un petit peu lore et littérature. Nous allons aborder ce qui est le plus grand conflit que l'humanité ait jamais traversé, la plus grande bataille stellaire, le plus grand fléau qu'ait jamais connu l'humanité, c'est-à-dire les Jeux Olympiques. Non, ça c'est pour plus tard. Nous allons parler du siège de Terra. Donc le siège de Terra est une saga littéraire qui vient conclure tout cet arc narratif absolument phénoménal qu'est l'hérésie d'Horus au sein de la Black Library. Donc dans un premier temps, revenons un peu ce qu'a été l'hérésie d'Horus au cœur finalement de la mécanique Game Workshop. Cela fait à peu près 20 ans que cette saga littéraire a commencé. Elle regroupe désormais, au bas mot, une cinquantaine de bouquins. Je crois qu'on doit en être à plus de 60 actuellement. Il s'agit tout simplement de la saga littéraire la plus énorme de tous les temps. Vous prenez n'importe quelle grande saga qui touche à des domaines comme le fantastique ou l'heroic fantasy, c'est forcément moins fourni que cette hérésie d'Horus qui vraiment représente des milliers et des milliers de pages à dévorer. Donc rétrospectivement, cette hérésie d'Horus, elle a été un exercice pour Game Workshop, elle a été vraiment un effort de vous proposer une saga littéraire immense et intense qui retrace quelque part les 8 années de ce qui a été le plus grand conflit stellaire impliquant l'Imperium et conflit à partir duquel le monde allait radicalement changer. Donc que penser de cette saga dans son ensemble ? L'exercice est de base inégal. Il regroupe tellement d'auteurs, tellement de sujets à aborder, tellement de talents différents mis en œuvre que l'exercice est inégal. Et je pense que n'importe quel lecteur de la Black Library a pu le remarquer. Il y a clairement des romans bien meilleurs que d'autres. Et à ce titre, tout ce qui touche au grand début de l'hérésie, donc en fait de l'ascension d'Horus aux puissances de la ruine jusqu'au massacre de Isvan V, par exemple, c'est cet arc narratif-là, qui est donc le début de la guerre, est tout simplement excellent. Donc vous pouvez largement vous jeter sur les premiers tomes de l'hérésie d'Horus, qui sont souvent regroupés désormais en tant qu'omnibus. Donc ces gros bouquins, c'est pas bien cher, ça va vous tenir occupé des heures et des heures. Ils sont franchement excellents. Et dès lors, on a pu remarquer que oui, certains auteurs allaient se dégager du lot. Donc cette hérésie d'Horus, elle couvre littérairement tous les aspects de la galaxie. Donc vous avez d'une part les grandes batailles et de l'autre tout ce qui se déroule dans l'ombre. Et donc à ce titre, on a des épisodes vraiment excellents, notamment ceux qui impliquent par exemple les World Bearers. Les World Bearers sont presque systématiquement en retrait des conflits armés, mais par contre ils œuvrent dans l'ombre et leur influence est absolument énorme. Et à ce titre, on peut retenir par exemple l'apôtre noir Erebus, qui a un rôle fondamental qui pèse sur lui. Le mec est probablement à l'origine de milliards de morts. Hein. Erebus est sans doute le personnage le plus détesté de toute la saga et il le mérite vraiment. Donc cette saga, finalement, elle s'incarne dans des grands récits de bataille, dans des récits se concentrant sur tel ou tel personnage dans tel ou tel coin de la galaxie. Et donc, lorsqu'on regroupe tout ça, ça nous donne des grands romans, mais également des petites nouvelles, donc qui sont regroupées souvent dans des ouvrages à part. Donc, outre la saga principale, vous avez un paquet de hors-série. Et ce siège de Terra, il adopte exactement la même position. C'est qu'on a une grande saga et quelques ouvrages supplémentaires qui font office un peu de hors-série et certainement pas hors-sujet cependant.
Et en termes d'écriture, on va retrouver dans ce Siege of Terra, finalement, l'ADN de ce qu'a été l'hérésie d'Horus. Donc, c'est-à-dire une grande trame narrative, donc qui là, en l'occurrence, est le Siège de Terra, et tout plein de petites histoires secondaires impliquant des personnages, que l'on connaît depuis les débuts de l'écriture de l'hérésie d'Horus. Donc, ça implique, on a un paquet de petits personnages comme ça, souvent humains d'ailleurs, qui nous témoignent, qui vont vivre toute cette saga. Le récit va nous faire vivre finalement leur expérience qu'ils ont de leurs propres yeux et qui sont assujettis à leur propre rôle dans ce conflit. Donc on a des soldats, on a des commémorateurs, on a quelques Space Marines, on a quelques personnages clés comme le Sigillite. Mais cette expérience finalement de narration est à double tranchant, car là encore, tout ne se vaut pas. Il y a clairement des petites histoires secondaires qui n'amènent absolument rien à la trame narrative principale. Donc c'est un exercice assez périlleux, et c'est même pour certains auteurs, quelque part, un piège. On retrouve ce piège, honnêtement, dans la plupart des grandes séries publiées actuellement sur Netflix et compagnie. C'est que les grands scénarios se perdent très souvent en de multiples et voire d'innombrables intrigues secondaires qui ne sont pas toutes intéressantes. Et donc c'est un écueil que l'on va retrouver tout au long de la saga littéraire de l'hérésie d'Horus. Mais concernant ce siège de Terra, eh bien, en termes de Black Library, là, si vous voulez, ils ont mis les petits plats dans les grands. C'est que c'est vraiment la conclusion d'une saga littéraire de 20 années. Et quelque part, c'est l'événement le plus important qui ait jamais traversé l'humanité, et on sait comment ça finit. On sait que l'empereur se retrouve sur le trône, on sait que Horus est défait, on sait que Sanguinius meurt d'une manière atroce, on connaît tout ça, et donc le siège de Terra va finalement établir une espèce de grand roman épique autour d'une histoire que l'on connaît tous. Et on va retrouver finalement le souhait de Game Workshop de faire, comme il a toujours fait durant l'hérésie d'Horus, c'est d'enrichir le lore qu'on appelle canon, entre guillemets. Ce lore canon, on le connaît tous, on l'a tous vécu à travers les White Dwarfs, les livres d'armée, etc., les articles même qu'a pu signer Game Workshop. Et donc ce lore, on va l'épaissir, on va le rendre absolument touffu et on va l'enrichir d'éléments nouveaux. Un exemple très concret, c'est que par exemple, les Custodes, avant, personne n'en avait entendu parler. À travers cette saga de l'Horus Heresy, Game Workshop va donner tout le background à cette nouvelle faction qu'a pu être les Custodes. On va développer un lore tout entier autour de cette faction. Et donc, ces Custodes qui avant n'existaient même pas en figurine, à l'issue de l'hérésie d'Horus, ils disposent d'un lore mais absolument gigantesque. Donc, on va enrichir certains éléments. Et ça, cet état de fait, finalement, a été plutôt mal vu par certains vétérans du lore, parce que Game Workshop, on va pas lâcher le gros mot révisionniste non plus, mais Game Workshop revient parfois sur ce qu'ont pu être des éléments clés de son lore canon, en le déformant un petit peu, en revenant un petit peu dessus. Et à ce titre, le siège de Terra nous introduit pas mal de surprises, pas mal de nouveaux éléments. Par exemple, les primarques qui, à l'état de bébés, se sont fait disperser dans la galaxie par les puissances de la ruine, nous n'en sommes plus si sûrs. Donc là, j'aborde dans cette émission quelque chose d'assez pharaonique. Je vais faire de mon mieux pour que cela tienne la route, mais honnêtement, l'exercice est périlleux parce que là, on parle de milliers de pages. On part d'un segment de lore qui est absolument délirant. On va prendre les livres dans l'ordre et je vais essayer de broder un petit peu autour de ça et de vous conseiller naturellement quels sont les romans indispensables et quels sont ceux à éviter. Ça débute par le premier tome, donc intitulé La guerre solaire, écrit par John French. Donc John French qui est vraiment pas un manchot en termes de style, en termes de narration. Ce premier bouquin, par exemple, il est fondamentalement excellent. C'est vraiment, on entre de plein pied
dans un conflit d'une envergure, si vous voulez, que les écrits vont essayer de vous retranscrire. Et à ce titre, la guerre solaire, donc c'est l'arrivée de la flotte renégate dans le système Sol, donc l'équivalent de notre système solaire. Et ce premier ouvrage, eh bien, il fait la part belle à ce que sera le chef-d'œuvre de Perturabo, le plan de bataille de Perturabo, l'invasion d'un système tout entier. Et là, eh bien, les écrits tentent, tant bien que mal, de nous faire comprendre ce qu'est l'envergure de ce conflit. Et c'est un conflit vraiment aux dimensions, mais incroyables. Nous imaginons des barges de bataille de plusieurs kilomètres de long qui lâchent des fragates d'assaut qui vont s'écraser sur plusieurs planètes en même temps, les bombardements orbitaux, les tourelles de défense, mais qui tirent des millions d'obus. C'est un conflit aux dimensions incroyables où chaque minute est synonyme de millions de morts. Et donc le récit va alterner les points de vue d'une part entre la bataille spatiale menée par Perturabo aux dimensions absolument gigantesques et d'autre part, eh bien, l'autre chef-d'œuvre, celui de Dorn qui s'apprête sur Terra à recevoir l'assaut car ça commence à être clair pour tout le monde, la flotte renégate est absolument gigantesque, elle finira par atteindre Terra. Tout le monde maintenant en a la certitude et Dorn prépare, enfin ça fait des années en vrai qu'il modifie Terra pour recevoir cet assaut potentiel, cette fois on y est, ils vont le manger en pleine dent. Et donc nous est pas mal dépeint ce qu'a été le travail de Rogal Dorn sur Terra. Et c'est un constat absolument d'une tristesse infinie. Et Rogal Dorn lui-même a accompli cette tâche, la mort dans l'âme. C'est que toute la gloire du palais impérial, le palais impérial, il faut voir ça, mais comme un chef-d'œuvre parcourant des chaînes de montagnes himalayesques. C'est une œuvre, c'est la plus grande œuvre architecturale que l'humanité ait jamais accomplie. Eh bien, Dorn, il va faire de ce palais impérial magnifique un énorme bunker de combat, doublé de murailles, garni de tourelles absolument partout. Il va absolument démolir cette gloire architecturale pour en faire quelque chose susceptible de recevoir de plein fouet le pire assaut de siège que l'humanité n'ait jamais connu. Et cette guerre solaire est également ponctuée de petites intrigues secondaires qui, là, cette fois, sont toutes véritablement intéressantes. On va suivre Mercedes Oliton, donc qui est une commémoratrice qui a été présente sur la barge de bataille des Sons of Horus, donc le Vengeful Spirit. Elle a vécu plusieurs années aux côtés des Sons of Horus, y compris pendant l'ascendance d'Horus au rang de puissance de la ruine. Et donc, elle se met en devoir d'aller chercher le prétorien. Elle a quelque chose d'infiniment important à lui dire. Et dans cette intrigue secondaire, eh bien, nous voyons déjà que le warp s'infiltre partout. Désormais, quelle que soit la mécanique impliquant des humains, ils vont subir l'influence du warp. Et cette histoire secondaire est absolument excellente. Elle se finit sur un énorme duel entre Dorn et, là je vais pas vous spoiler non plus, sur le Phalanx, sur le plus grand vaisseau spatial que l'humanité ait jamais construit. Donc ne serait-ce que ça, ne serait-ce que lire le Phalanx en action, ah putain, c'est absolument kiffant. D'autre part, vous avez également les Thousand Suns menés par Ahriman qui commencent à effectuer des rituels de manipulation psychique pour faire venir la horde renégate au plus proche de Terra. Vous suivez également Sigismund, donc le futur champion de l'empereur, et à vrai dire le premier champion de l'empereur, qui est à l'heure actuelle un capitaine Imperial Fist, et bien qui lutte dans le système Sol à bord de son vaisseau amiral pour retenir l'invasion des Iron Warriors. Et c'est excellent, vous avez des séquences d'abordage au sein des vaisseaux. Sigismund, c'est pas la moitié d'un mec, on se régale. Donc ce premier tome, honnêtement, il est absolument parfait. Je trouve que c'est une introduction menée tambour battant. Et tout au long du récit, vous avez une petite mise en scène qui confronte l'empereur et son premier retrouvé, Horus Lupercal, mais sous une forme complètement
allégorique. Et là, on voit qu'en termes d'écriture, eh bien, il y a un accent qui est mis sur l'allégorie, sur la poésie. C'est absolument très chouette. Donc, premier tome, on se régale. Bon, ça commence bien. Deuxième tome, Les Égarés et les damnés de Guy Halley. Donc, Guy Halley, c'est pas un manchot non plus. Il a écrit des trucs vraiment, vraiment cool, comme La dévastation de Bâle, par exemple. Ce n'est pas un grand auteur, on va pas se mentir, mais disons qu'ici, le manque un petit peu, les carences de style littéraire sont largement compensées par la richesse des enjeux qui se déroulent. Donc, naturellement, la flotte renégate arrive en orbite de Terra et ça commence. Le siège de Terra commence réellement. Et donc, la première confrontation, eh bien, c'est cette flotte renégate, toujours sous le plan de bataille de Perturabo, qui va commencer à assiéger Terra et mettre à l'épreuve ce chef-d'œuvre de technologie qu'est l'Égide. L'Égide, c'est tout simplement le bouclier qui recouvre l'intégralité du palais impérial. Et Perturabo mène une action visant à détruire ce bouclier. Et le bombardement commence, et on parle d'un bombardement aux proportions absolument bibliques. À partir de ce moment-là, le ciel de Terra devient un incendie. Le ciel est complètement envahi par les flammes, par les explosions, par les détonations. Les habitants de Terra vivent dans cette terreur. Leur ciel est devenu la guerre. Et pour le début de ce conflit, nous allons adopter plusieurs points de vue et c'est ça qui rend l'ouvrage vraiment passionnant. C'est que on va passer d'un point de vue à l'autre et on va naviguer entre celui du sigillite, entre celui des primarques présents sur le front des opérations, donc Sanguinus, Jagatai Khan et Rogaldorn, et nous allons alterner avec le point de vue qui est celui d'un simple soldat, un petit conscrit de la garde impériale qui va être placé en première ligne dans des tranchées de fortune aux extérieurs très reculés du palais pour subir de plein fouet la première ligne de débarquement des forces renégates. Et cette première ligne, elle est absolument infâme. Nous parlons ici de barges de bataille projetées à travers même l'Égide, à travers même le bouclier de Terra et menées au crash droit dans la terre, droit dans la boue. Donc les pertes de la flotte de guerre sont immenses, mais à l'heure actuelle, Horus envoie sa piétaille, envoie ses cultistes, envoie ses mutants, envoie ses hommes-bêtes, envoie finalement toute sa part de guerriers les plus dégénérés. Et donc, nous les envoyons à même le sol, sans se soucier si l'atterrissage se passera bien. Et donc, il y a énormément de vaisseaux qui s'écrasent à même le sol, donc qui subissent finalement des centaines de milliers de pertes à chaque minute. Mais les flots d'ennemis se déversent quand même et on parle d'un flot d'ennemis mais sidérant de violence, sidérant de dégueulasserie. Ce sont des corps déformés, ce sont des corps infectés par le warp et la petite garde impériale subit ça en première ligne dans toute son horreur. Et pendant ce temps, nous assistons sur le Vengeful Spirit à une scène qui est plutôt inscrite à entrer dans la légende. C'est que Horus Lupercal réunit ses frères pour aborder ce que sera le plan de bataille de l'invasion de Terra. Donc là, si tu veux, tout le monde fait un genre de zoom, tout le monde fait une espèce de visio Covid où les primarques se réunissent et finalement affichent à la fois leur ambition et affichent à la fois leur folie naissante. Et on voit que d'office dans le lot, il y a d'une part la colère froide de Perturabo qui lui est complètement dévoué à sa tâche. C'est lui le chef d'orchestre du siège. Et nous assistons naturellement aux écueils de Fulgrim, de Angron, qui, franchement, on ne peut compter sur eux que pour la violence. Et donc, l'ordre de bataille est donné. La première invasion terrestre menée par des Space Marines sera la Légion de Mortarion, suivie de près par les World Eaters. Et donc, ces premiers débarquements de Space Marines au sol, ils commencent et la Death Guard arrive sur le sol de Terra. Et là,
c'est la première fois quelque part dans les écrits, de l'Hérésie d'Horus que nous est dépeint, eh bien, des légions du chaos, mais ascendées, c'est-à-dire qui embrassent complètement la puissance de la ruine et qui offrent aux défenseurs de l'Imperium le premier grand spectacle du chaos en guerre. La Death Guard n'est plus qu'un embryon de légion complètement corrompu et l'humanité, quelque part, assiste à ce désastre qui est devenu leur ancien frère Astartes, c'est-à-dire que tout ce qu'ils touchent pourrit, tout le sol qu'ils foulent se corrompt. C'est la première fois qu'on assiste à ça. Les rafales de Bolt ne viennent pas à bout de leur corps boursouflé et envahi par la peste. Eh bien, face à cet état de fait, face à une garde impériale qui a tout le mal du monde à contenir ses premiers assauts, eh bien, les loyalistes présents dans le palais et qui sont encore en mode full effectif, donc en grande forme, vont mener leur première sortie. Donc les White Scars sortent, suivis de près par Sanguinus et son élite à réacteur. Et bon, là, si vous voulez, on commence déjà à se gaver de prouesses martiales, de récits épiques et d'une gloire de l'Imperium qui finalement n'est pas encore entachée par la corruption. Donc Sanguinus, Jagatai Khan, de très hauts faits d'armes. On y est, on a même droit à une petite sortie de légion titanique pour venir abattre les tours de siège de grand-père Norgul. Voilà, c'est le début de la guerre, ça se passe encore bien loin du palais impérial, en dehors des fortifications de Rogaldorn, mais disons que ce récit pas exceptionnel trouve quand même tout son intérêt, tout simplement parce que les enjeux deviennent absolument dramatiques. On commence à voir poindre l'horreur qui va déferler sur le Sanctum et l'ensemble, eh bien, demeure une réussite. Une réussite pas totale, mais franchement un très bon bouquin quand même. Je vais ensuite aborder les 2 tomes suivants. Je vais regrouper les deux. Donc, il s'agit du Premier Rempart, écrit par Gavin Thorpe, et du roman Mortis. Donc ces 2 bouquins, eh bien, ils sont nettement en dessous de tout le reste. C'est que là, on commence à percuter finalement les plus grands écueils de cette saga littéraire, c'est que les intrigues secondaires fleurissent, elles n'apportent pas grand-chose au récit de base, donc on essaye quelque part dans ces intrigues secondaires de rendre honneur à tout le monde. Donc on a un petit segment qui met en scène eh bien l'Alpha Légion par exemple, mais ce qu'il faut retenir de ces 2 bouquins qui honnêtement sont mal écrits, on rejoint la case un petit peu roman de gare que comporte la Black Library. C'est vraiment pas terrible. Gavin Thorpe, à mon sens, le mec n'est vraiment pas du tout un romancier, loin de là. Il était très bon dès lors qu'il s'agissait d'écrire eh bien, des petits rapports de bataille ou des livres de règles comme celui d'Inquisitor à l'époque, mais en tant que romancier, putain, c'est vraiment pas terrible quoi. Et donc, durant ces 2 bouquins, l'intrigue principale, elle se contente de dire les forces du chaos avancent. Dans ce premier rempart, naturellement, c'est le début d'un véritable siège aux portes des enceintes du palais. Donc, ils confrontent principalement les Imperial Fist aux Iron Warriors. Donc, c'est siège contre siège. Quelque part, le récit demeure quand même assez agréable de par ce simple fait. Voir s'affronter quelque part des rivaux éternels en termes de stratégie militaire, c'est toujours intéressant. Mais là, oh là là, il y a beaucoup trop d'intrigues qui n'apportent absolument rien. Et le pire, c'est qu'elles mettent en scène pourtant des personnages que l'on aime bien, comme Cinderman, comme Euphrati Killer, comme Garviel Loken, qui est vraiment un personnage emblématique de l'hérésie d'Horus, mais ça n'apporte pas beaucoup de grain à moudre et l'intrigue n'avance pas. Et le prochain roman, il est tout à fait dans la même veine. C'est que Horus fait appel pour enfoncer les premières lignes de fortification, il fait appel à la Legio Mortis, donc une légion titanique absolument redoutable qui va venir eh bien enfoncer les premiers murs, les premiers bastions. Et donc, à l'issue de ces 2 bouquins, il n'y a pas grand-chose à retenir de plus que le front avance et la destruction
commence à prendre une ampleur absolument irréelle. L'intervention de la Legio Mortis, elle rase des cités entières et elle ne se contente pas de raser des cités, elle rase Terra. C'est-à-dire que en dessous de ces cités, le sol même de Terra devient fracturé. Son sol s'emplit de poison. La croûte terrestre commence à souffrir de l'assaut des hérétiques. On voit de la lave pointer du sol. C'est Terra même qui est annihilée. Donc on a ici véritablement 2 bouquins qui se parcourent avec un plaisir nuancé, mais un plaisir tout de même. Et j'ai envie de dire, c'est un peu un plaisir coupable. On est un peu dans la même veine qu'un gros blockbuster US pas bien terrible. Allez, prenons genre Pacific Rim par exemple. C'est assez mauvais, mais néanmoins demeure le plaisir de voir s'affronter des robots géants qui se cartonnent la gueule à coups de gratte-ciel. Et bien là, on est un peu dans la même veine. C'est que le récit n'étant pas terrible, on se contente finalement de se satisfaire de l'intervention de la Légion Mortis et naturellement un titan impérator en marche complètement corrompu par le warp, ça demeure une énorme source de satisfaction. Donc voilà, ces 2 bouquins, très sincèrement, si vous comptez lire Le Siège de Terra, vous pouvez absolument vous en passer car leurs intrigues secondaires n'enrichissent que infimement la trame principale et finalement cette trame principale, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que la guerre est là et que la guerre avance. Ces 2 bouquins proposent néanmoins de mettre en valeur ce qu'est l'ampleur des dégâts reçus. Le sol devient un amoncellement de ruines, de poisons, de cadavres. C'est l'horreur absolue. On parle d'un terrain qu'il n'est même plus possible de pratiquer à pied. Et donc la détresse des défenseurs commence à se faire ressentir car ils se débattent dans un véritable enfer. Et néanmoins, on a assez souvent le point de vue du chef d'orchestre de la défense de Terra, qui est celui de Rogaldorn. Et Rogaldorn, disons, son esprit pragmatique au possible est absolument passionnant. Le mec analyse en permanence des milliers d'informations en même temps. Son âme stratégique est absolument phénoménale. Et le mec se débat dans tout ça, dans la plus grande froideur, dans la plus grande rigueur. Il envoie au sacrifice des milliers de gens à chaque minute pour en sauver d'autres. Il doit composer avec ce qui est en face de lui, et ce qui est en face de lui, c'est une horreur au-delà de tout ce qu'a pu vivre l'humanité. Et gardons cet esprit de Rogaldorn, car il sera à l'œuvre dans le prochain roman qui est Saturnine, écrit par Dan Abnett. Et là, objectivement, même si naturellement le siège de Terra se conclut sur une trilogie absolument pharaonique, ce petit roman pris à part est peut-être bien le meilleur de tous. Saturnine, c'est véritablement excellent. Ça met en place une bataille parmi tant d'autres. Donc il faut savoir que la bataille du siège de Terra, c'est des milliers de fronts en même temps. C'est des affrontements qui ont lieu partout sur la planète et plus particulièrement naturellement autour de la dernière forteresse. Et donc Saturnine va mettre en scène intégralement une de ces batailles, mais qui sera une bataille clé pour à la fois Rogaldorn et Perturabo. Il s'agit d'une petite faille dans le dispositif de défense. Et cette petite faille, Rogaldorn la connaît, il n'a pas eu d'autre choix que de la laisser telle qu'elle, et tout l'enjeu du récit, c'est est-ce que Perturabo a vu cette faille? Et donc Rogaldorn prend le pari que oui, et donc il va organiser une contre-attaque à même l'enceinte de fortification et va affronter Perturabo, un grand affrontement, on va dire, de stratèges, mais à travers une petite bataille parmi des milliers d'autres. Et cet affrontement, il est véritablement excellent parce qu'il met en scène naturellement des personnages tous plus iconiques les uns que les autres. Nous avons Abaddon qui va mener l'assaut. Nous avons Rogaldorn qui organise la contre-attaque au sein même des murs de son dispositif de défense. Nous avons Perturabo qui de loin supervise un peu tout ça. Et nous avons également Fulgrim qui va
adjoindre à cette attaque sa légion entière. Donc une centaine de milliers d'Emperor Children vont participer à cet assaut. Et donc là, les enjeux sont absolument terrifiants, car si cet assaut réussit, le palais est envahi de l'intérieur. Et donc Rogaldorn, accompagné du Sigillite, va mettre en place un petit comité d'accueil absolument redoutable. Et à l'issue de cette bataille, eh bien, la première compagnie entière des Sons of Horus est défaite. Ne survit que Abaddon. Donc c'est une bataille vraiment épique. Ce sont des petits affrontements finalement, mais au sein de toute cette fureur, au sein de tous ces bombardements, c'est cool d'avoir une bataille proprement épique, mais avec des dimensions moindres, parce que là, on va vraiment s'affronter d'homme à homme. Et donc, Rogaldorn assemble une équipe, mais une équipe, là, on est vraiment dans la Dream Team de la défense de l'Imperium. Il y a Sigismund, il y a Gabriel Loken, il y a plein de monde. Il y a vraiment, il y a même Ascaelon, donc le chef de la garde sanguinienne des Blood Angels. C'est absolument iconique à chaque instant, et surtout c'est Dan Abnett. Du coup, c'est super bien écrit. Là, le style littéraire, il est vraiment là. On se régale. Et outre du coup cet affrontement clé à la porte de Saturnine, eh bien on commence à voir l'évolution également des autres grandes places fortes du Sanctum Imperialis. Et du coup on assiste à d'autres affrontements, notamment à la porte au Lion. On a également assez régulièrement le point de vue de Sanguinus qui commence véritablement à être rongé par ses visions de mort. Donc rien n'est acheté dans cet ouvrage. On a Angron qui surgit. Il y a tellement de trucs épiques. On a également des custos avec des sœurs du silence. Enfin, toutes ces intrigues secondaires mènent quelque part, et elles mènent tout droit au prochain ouvrage qui est Écho d'éternité. Donc écrit par cet auteur au nom imprononçable. Attendez. Aaron Dembski Bowden. Aaron Dembski Bowden. Donc Écho d'éternité. Eh bien là, le front progresse et nous sommes devant la porte d'éternité. Nous sommes devant le dernier rempart. Donc on a commencé avec le premier rempart, avec un ouvrage à part entière. Ici, nous sommes sur le dernier. Derrière cette porte se trouve le Sanctum Imperialis, la dernière forteresse, la salle du trône. Et Écho d'éternité, eh bien, il est dans la même veine que Saturnine. C'est qu'on a un récit aux proportions épiques absolument démesurées. Donc, d'une part, on va avoir le siège du rempart delphique. Donc, c'est le dernier rempart avant la porte d'éternité. Et d'autre part, nous avons un affrontement au seuil même de la porte qui sera mené par Sanguinus. Donc, ne serait-ce que le siège du rempart delphique, on a vraiment un dernier bastion de l'Imperium qui prend place sur ce rempart, et en face de lui se tient la horde de Lupercal qui commence à regrouper en son sein les hordes démoniaques. Le Warp commence à s'emparer de Terra. Jusqu'alors, nous avions des affrontements entre soldats. Eh bien, cette donne est en train de changer. Le Warp commence à infuser Terra, et les légions démoniaques commence à s'incarner à même le champ de bataille. Donc ce siège du rempart delphique, c'est tout simplement une boucherie sans nom. C'est une boucherie sans nom, et donc les murs vont être très rapidement enfoncés. Là, vous imaginez pêle-mêle des démons majeurs avec des titans, avec des primarques. C'est absolument infernal. Nous avons dans cet ouvrage également l'inauguration des petits chapitres nommés fragments. Ces chapitres nommés fragments, ils prennent le point de vue de n'importe qui se retrouvant au cœur du conflit, et on est immergé finalement dans l'esprit, que ce soit d'un adepte Mechanicus, que ce soit dans les yeux d'une petite adolescente à qui on a mis un fusil laser dans les mains. Cette multiplication des points de vue de telle ou telle bataille participe largement à l'immersion, et on ressent absolument toute l'horreur permanente de ce conflit. Il faut s'imaginer que là, à ce point du siège, le bruit autour de vous est incessant. C'est un roulement infernal de bombardements, de cris,
de coups de feu. Les humains vivent dans cette terreur perpétuelle de bruit, de fureur. L'air est absolument chargé de toutes les dégueulasseries possibles, un mélange de toxicité, de cendres, de feu qui vous brûle les poumons. On arrive à un point de la bataille où Terra commence à véritablement mourir. La planète même meurt et être un simple soldat à ce stade du conflit, ça peut très bien vouloir dire mourir par le simple fait de respirer. Donc on atteint un stade de dévastation proprement phénoménal et cette dernière grande bataille à l'extérieur du palais, elle incarne vraiment toute cette sauvagerie, toute cette violence et à ce titre, eh bien, c'est le Sanguinius Show. Sanguinius, ça fait 6 mois qu'il participe à tous les stades d'opération les plus importants. Le mec, il a abattu des titans warlords, il one-shot des titans, hein, Sanguinius, il est comme ça. Il one-shot des titans warlords, il prend part à absolument tous les conflits les plus sauvages. Sa présence est une des dernières sources d'inspiration pour les défenseurs. Le simple fait de voir un ange passer au-dessus d'eux leur redonne de l'espoir et il accomplit tout ceci malgré ses visions de mort où il commence finalement à entrevoir sa propre mort et à entrevoir l'issue de ce conflit. Mais Sanguinius, il donne tout et comme si l'horreur de cette bataille devant la porte d'éternité ne suffisait pas, eh bien un petit PNJ arrive et il s'agit de K-Banda. K-Banda qui a été investi par Khorne de la mission de lui ramener pour retrouver son prestige d'antan de 500 âmes de Blood Angel, de cette légion maudite, de cette légion qu'il a affronté jadis sur Sinus Prime et a été défait par Sanguinius himself. C'est l'heure de sa revanche et il débarque en plein chaos au seuil de la porte d'éternité et sa mission est il faut faucher cette légion des Blood Angels. Donc naturellement, Sanguinius s'interpose, lui impose un défi à la régulière. Il est là en mode arrête de faucher mes fils, putain, affronte-moi. Et naturellement, c'est ce qui se passe. Sanguinius versus K-Banda. Donc on sait qui gagne, hein, naturellement. Et ben, c'est pas fini parce qu'il y a Angron qui arrive. Angron mène à la charge les pires rejetons qui règnent parmi ces berserkers et ils font tout droit sur Sanguinius. Donc là, le combat, il est d'une violence terrible, d'une violence incroyable. Angron est investi par Horus lui-même. L'ordre est clair. Il faut que tu arraches les ailes de l'ange. Cet ange qui est un peu le dernier grand symbole de grandeur parmi cet impérium absolument fracturé. Il faut que tu me ramènes sa tête. Eh bien, ce duel Sanguinius versus Angron, il laisse des dégâts absolument phénoménaux à Sanguinius parce que Sanguinius se fait transpercer de part en part par une épée démon. Hein. Bon, c'est pas un cure-dent le truc. Hein. Et bah, Sanguinius finit néanmoins par triompher en arrachant les crocs du boucher reliés au crâne d'Angron. Donc celui-ci s'éteint, il ne meurt pas parce que désormais il est une créature du Warp, il ne peut pas mourir, il reviendra sans cesse investi par Khorne. Mais la victoire est là, Angron est défait, ce qui ne sauve pas néanmoins la porte d'éternité. Et Sanguinius prend le choix absolument désastreux de refermer ses portes en laissant au dehors du sanctum impérialiste la plupart de ses fils Blood Angel. Il sacrifie ses fils pour maintenir l'intégrité du palais impérial et tout simplement gagner du temps. Donc, écho d'éternité, on est sur du lourd, on est sur une bataille. Il n'y a finalement qu'une seule grande bataille dans cet ouvrage, mais il est absolument savoureux. On a des points de vue adoptés dans les deux camps, c'est-à-dire qu'on suit un centurion World Eaters et on va suivre également un guerrier d'élite Blood Angel qui est Samir Amit. Et donc, ces points de vue sont très intéressants car ces deux compagnons
justement, en fait, ils ont été compagnons, donc ils se connaissent, ils ont combattu ensemble dans les arènes d'Angron, au sein de son vaisseau amiral, donc il y a une amitié sincère entre eux. Désormais, ils se retrouvent face à face, et donc le point de vue du Centurion World Eaters est proprement excellent, car il met naturellement à l'épreuve les fameux crocs du boucher, et donc nous vivons son périple à travers les terres dévastées de Terra, complètement envahis par ce que sont les crocs du boucher, leur aspiration à la violence et tout simplement l'ombre de cornes qui parasite sans cesse ses pensées. Donc éco-déterminité, très très bon ouvrage. Et avant d'attaquer ce qui finalement sera la grande trilogie de cette saga, nous allons nous pencher sur les petits hors-sujets, car oui, Game Workshop nous a sorti des petits ouvrages annexes, et ma foi, ils sont vraiment très très cool. Et donc parmi ces petits ouvrages hors série, nous en trouvons un qui s'appelle Les Fils brisés, et donc qui est écrit par Graham McNeill, donc là évidemment qui est parmi les grands auteurs de la saga. Cet ouvrage est absolument excellent. Donc il regroupe 2 nouvelles, donc Fils des Sélénars et La Fureur de Magnus. Et ces 2 histoires, donc qui se déroulent en marge de l'affrontement principal pour la bataille de Terra, ils sont excellents. Donc le Fils des Sélénars met en scène tout simplement des survivants des légions brisées issues d'Isvan V, donc c'est-à-dire la Ravenguard, les Iron Hands et les Salamanders, donc une petite équipe au sein de laquelle nous retrouvons Sharrokin, donc membre d'élite de la Ravenguard, ainsi que quelques compagnons. Et cette petite équipe va être investie d'une mission sur les terres de Luna, où sont fabriqués les génogermes Space Marine. Cette bataille, cette petite escarmouche au sein des couloirs des bases de Luna a un enjeu absolument énorme, et ils viennent ici pour contrecarrer les plans d'Horus et d'Abaddon en particulier, pour mettre la main, pour empêcher aux forces renégates de mettre la main sur le génogerme et du coup de fabriquer des Space Marines à échelle industrielle. Donc très très bon récit. Franchement, l'écriture est top, les personnages sont top, on a des petites scènes vraiment bourrées d'enjeux, bourrées de défis, c'est épique à des plus petites dimensions, vraiment très très bonne nouvelle. Et d'autre part, La Fureur de Magnus, qui là vraiment, on touche vraiment à un ouvrage excellent de bout en bout, car l'histoire de Magnus, c'est tout simplement la plus tragique qu'il puisse exister au sein de tous les primarques. Magnus, dans sa folie, a ouvert une dimension infernale au sein même de la toile. Donc c'est Magnus qui est responsable du fait que l'empereur doive occuper le trône d'or en permanence, et Magnus doit retrouver les fragments brisés de son âme, et pour ceci, il doit absolument investir la salle du trône et confronter son père. Ce récit est absolument fantastique. Il prend part dans une bataille parmi tant d'autres au sein des défenses de Terra. Donc Magnus orchestre un siège qu'il va vraiment pulvériser en influant de warp un blindé lourd de la garde impériale et en le projetant sur les murailles, donnant lieu à une explosion nucléaire. Donc on est vraiment dans la dévastation pure et dure. Et finalement, cette explosion terrible, cette bataille terrible au sein de laquelle on retrouve également quelques Space Wolves qui évidemment essaient de courser les survivants de Prospero, cette explosion immense ne sera qu'une diversion pour que Magnus accomplisse sa mission principale, retrouver les fragments brisés de son âme. Et donc on a Magnus accompagné d'une petite cohorte au sein de laquelle naturellement nous retrouvons Ahriman, qui infiltre le palais impérial en plus haut lieu possible. C'est absolument génial. La complexité du personnage de Magnus est mise à l'honneur, et naturellement celui-ci se retrouve confronté à la fois à l'empereur et à Vulcan. Et
c'est une tragédie, c'est une vraie tragédie familiale. L'empereur retend la main à son fils brisé, lui propose un nouveau contrat, il essaie de récupérer ce fils qui figurait parmi ses préférés, ça ne veut pas, ça finit dans la tragédie, ça finit dans la fureur de Magnus. Franchement, ce segment, il est absolument fondamental, je pense, pour qui s'intéresse au personnage de Magnus et plus largement aux Thousand Sons. L'âme de Magnus y est vraiment présente en intégralité, dans son infinie complexité. C'est tout simplement une énorme réussite. Et d'autre part, vous avez un autre petit ouvrage hors série nommé tout simplement Le Faucon, qui là sera beaucoup plus anecdotique, mais néanmoins assez réjouissant, car c'est l'histoire de Jagatai Khan qui refuse de se replier au sein du Sanctum Imperialis et préfère mener une percée en dehors des remparts, et ce dernier va essayer de récupérer la porte des Lions actuellement aux mains de la Death Guard et plus particulièrement de Mortarion. Donc Jagatai Khan, la stratégie militaire des White Scars, qui est vraiment tout simplement fantastique, quoi, hein. On a vraiment cet ouvrage regroupe, enfin c'est le White Scars Show. Tout est à l'honneur des White Scars là-dedans. Il n'y a presque pas de petites intrigues secondaires. L'accent est mis sur les White Scars, l'accent est mis sur la bataille de la porte des Lions, et naturellement, ça se conclut par un duel Mortarion-Jagatai Khan, et c'est absolument réjouissant. Donc ici, un ouvrage moins important, certes, plus anecdotique, mais eh bien, pour qui s'intéresse aux White Scars, pour qui joue les White Scars, c'est tout simplement, je pense, au sein de la Black Library, le roman le plus important à leur effigie. Et on se régale véritablement de voir ce qu'est la stratégie de bataille White Scars, qui consiste à enfoncer, par exemple, les lignes ennemies. Et donc là, on parle de lignes inamovibles, hein, les lignes de la Death Guard, de les enfoncer, puis de simuler une retraite en fauchant les survivants qui demeurent suite au premier assaut. C'est absolument kiffant. Donc un livre vraiment très sympa, moins important, plus anecdotique, mais les White Scars, ça reste de la bonne. On voit véritablement une légion emblématique en action, et ça fait bien plaisir. Putain, j'aimerais tellement avoir le même type d'ouvrage concernant la Raven Guard, par exemple. Donc là, il y a de quoi être un peu jaloux, parce que toutes les légions n'ont pas eu un ouvrage aussi fondamental en termes de stratégie militaire. Et Jagatai Khan est un personnage tout à fait passionnant, impétueux, tempétueux, plein de défis, plein de fougue. Le mec est un vrai héros de l'Imperium. Quant à Mortarion, eh bien, moi je trouve qu'il incarne ce côté un peu pitoyable du chaos. Certes, il demeure une terreur absolument phénoménale, mais il porte en lui finalement ce que le chaos regroupe de faiblesses. Et on le voit bien au fil des récits, Mortarion devient un peu le maillon faible des forces chaotiques, et la gloire ira plutôt du côté de Typhus. Mais Mortarion demeure un personnage absolument passionnant. Un bon petit ouvrage, vraiment excellent. Moi, je vous le conseillerais néanmoins, même s'il ne s'inscrit pas dans la trame principale de ce qu'est le siège de Terra. Et cette trame principale, eh bien, comme elle doit prendre fin, parlons de la fin. Parlons de la fin et la mort. La fin et la mort, une dernière trilogie. Là, on parle quand même d'un ensemble de à peu près 2000 pages, écrit par Dan Abnett, donc qui est sans doute l'auteur le plus emblématique de toutes les Hérésidorus. Franchement, les plus grandes réussites de l'Hérésidorus, elles sont principalement nées sous sa plume. Et cette fin et cette mort en 3 volumes, là, je vais bien avoir du mal à aborder la chose, parce qu'on parle vraiment d'une œuvre monolithique. Le style littéraire est présent, parce que contrairement aux autres ouvrages, celui-là, il a réellement pris le temps de l'écrire, et honnêtement, ça se sent véritablement. On entre dans la phase la plus apocalyptique du siège de Terra. C'est la fin potentielle de tout l'Imperium, de toute l'humanité. Et
par où commencer? Je veux dire, tout est absolument, fantastique dans cette dernière trilogie. L'ampleur du chaos commence à s'incarner, mais de la manière la plus atroce possible. Désormais, le Warp est en train d'embrasser Terra dans une longue étreinte et Terra, outre son statut physique absolument dévasté, absolument fracturé, désormais ses fondamentaux incarnés par la réalité physique commencent à s'évaporer. La réalité physique s'évapore, le temps n'existe plus, les lieux, les trajets à accomplir n'existent plus, tout est en train de perdre toute sa substance physique. Et là, on adopte le point de vue donc de toute la petite Dream Team habituelle. Donc, par exemple, les perpétuels, les commémorateurs, toujours quelques Space Marines iconiques de la saga de l'Hérésidorus. Tout le monde sur Terra est en train de vivre ce qu'est la fin de la réalité physique, la fin du monde matériel. Le warp s'immisce partout sur Terra, tant et si bien que plus rien n'a de sens. Les derniers défenseurs prennent place au cœur même du palais, dans le Sanctum Imperialis. Ils préparent leur ligne de défense, mais le Warp est là. Et le Warp fait que les troupes surgissent d'absolument partout. Des légions démoniaques sortent des murs, sortent du plafond. Les Night Lords sont propulsés là sans même qu'on ne sache pourquoi ni comment. La réalité prend fin. Le temps qui passe prend fin. Les hommes marchent et se retrouvent en l'espace de 10 minutes à des lieux écartés de 400 kilomètres. Les lieux n'ont plus de sens. La réalité commence à se déformer. Le Vengeful Spirit commence à s'incarner à même le sol de Terra. On passe d'un lieu à l'autre, d'un couloir du palais impérial. On atterrit sur le Vengeful Spirit, on atterrit dans les royaumes du chaos. Plus rien n'a de sens. Les derniers défenseurs sont absolument paralysés. Plus rien ne fonctionne. Le Vox ne marche plus. L'égide ne fonctionne plus. Les augures ne fonctionnent plus. Toute la logistique impériale de défense et de guerre ne fonctionne plus. Ne demeure que ça et là des poches de résistance qui affrontent quelque chose qu'ils n'ont encore jamais vu de leur vivant. Ils affrontent le Warp. Ils affrontent le Warp incarné, le Warp qui est désormais appuyé par les légions renégates. Jusqu'alors, c'était l'inverse. Les légions renégates avançaient au combat, appuyées par les forces du chaos naissantes. Désormais, c'est la force du chaos la plus brute, la plus folle, qui surgit dans tous les murs du palais impérial. Et les légions renégates, les Space Marines et les gardes impériaux corrompus ne sont plus que des appuis à ce qui est une déferlante d'énergie du Warp. Donc, c'est une terreur incommensurable, c'est une réalité distordue. Et qu'est-ce qui se passe finalement au cœur de toute cette folie? Les boucliers du Vengeful Spirit tombent. Horus lui-même lance un défi à son père. Et eh bien, c'est parti, c'est l'heure du dernier affrontement. L'empereur ne peut pas se permettre de ne pas relever ce défi. Il est confiant de sa propre puissance, il relève le défi, il quitte le trône d'or. Le sigillite sacrifie sa vie pour occuper ce trône d'or. Lui n'y survivra pas. Il fomente dans ses derniers instants un grand plan, mais ah putain, franchement là c'est assez émouvant, la place du sigillite au cœur de ce conflit. Le mec dans ses derniers instants instille ça et là des petits indices, des petites missions qui vont permettre eh bien, de remporter la victoire. Le sigillite est l'architecte de la victoire. L'empereur ne devient plus que son arme, mais eh bien les gars, quelle arme! L'empereur en action, eh bien c'est parti. L'empereur lance sa compagnie d'invasion Anabase, qui va regrouper du coup eh bien, les derniers membres émérites de sa confrérie. Donc on va y retrouver Rogaldorn, naturellement Sanguinus, même blessé à mort, va réunir sa compagnie d'élite pour l'invasion du vaisseau amiral d'Horus.
Et eh bien, Constantin Valdor, le capitaine custodien, va également regrouper tous ses membres les plus talentueux, donc les custodiens, les Blood Angels, Rogue Aldorn, avec ses derniers fils, l'empereur lui-même. Tout le monde gagne la chambre de téléportarium et tout le monde va sur le Vengeful Spirit. Et donc ici, je parlais en début d'émission de l'enrichissement du lore canon. Et bien là, on est tout à fait dedans. Parce que là, je n'en suis qu'au premier livre, si vous voulez. Et donc cette trilogie immense, eh bien, finalement, elle regroupe 2 duels. Elle regroupe Horus contre Sanguinus et Horus contre l'Empereur, point. Mais justement, cet ouvrage, cette trilogie immense va enrichir à crever ce que l'on connaît tous. Et parmi ce que l'on connaît, eh bien, on sait que la téléportation des forces alliées de l'Imperium à bord du Vengeful Spirit va être contrecarrée par Horus. Tant et si bien que, par exemple, on voit que Rogue Aldorn arrive trop tard, aux dernières heures de l'Empereur. Eh bien, nous allons ensemble comprendre pourquoi. Et donc, c'est tout à fait passionnant. D'une part, il y a les Blood Angels et Sanguinus qui arrivent sans encombre au sein du Vengeful Spirit et du coup vont mener tout droit au duel que l'on attend tous et dont on connaît la fin. Mais d'autre part, eh bien, vous seront narrés l'invasion des Custodes qui se retrouvent propulsés en plein royaume du chaos. Donc ça, c'est assez excellent. C'est que cette invasion des Custodes au sein du vaisseau et qui se retrouvent projetés en plein enfer peuplé de démons, c'est une bataille qui dure 1 minute, qui va vous être narrée tout au long de ce roman. Cette minute interminable au sein duquel les Custodes vont se débattre, mais là, les custos, ils se retrouvent face à un truc qu'il est difficile d'imaginer. C'est un espace entièrement envahi de démons, où qu'ils soient, où qu'ils regardent, ne règnent que des démons, et pas des petits démons, les mecs, il y en a de toutes les couleurs, il y en a de toutes les tailles. Ces Custodes vont véritablement vivre un enfer. Quant à Rogue Aldorn, eh bien Rogue Aldorn se retrouve projeté dans une réalité alternative et il va y demeurer plus d'1 siècle. Donc plus d'1 siècle, seul, avec Khorne qui lui murmure à l'oreille. Donc idem, un arc narratif proprement excellent où tout le pragmatisme, où toute la loyauté du prétorien va se retrouver mise à l'épreuve. Et l'empereur, accompagné de sa garde custodienne, gagne le vaisseau amiral d'Horus et lui, il va être confronté aux manigances psychiques d'Horus qui va retourner contre lui son host entier de garde custodien. C'est absolument tragique. L'empereur va devoir se mesurer à ses custodiens qui désormais ne jurent que par sa propre mort. Bon, cette invasion du vaisseau amiral, avant, dans le lore canon, elle prenait 2 lignes. Ici, elle va vous prendre des centaines de pages et c'est absolument fabuleux. Et à ce titre, je ne vais pas non plus trop vous en dire. Honnêtement, dans cette trilogie finale, la plus grande place de l'ouvrage est faite au warp. Le warp dans sa globalité, c'est-à-dire que vous allez comprendre comment le warp influe sur les événements, influe sur la réalité physique. D'autre part, vous aurez toujours ce même petit nombre d'intrigues secondaires, mais qui cette fois sont extrêmement lourdes de sens. La petite traque, par exemple, de Gabriel Loken, elle est, on est toujours autant attaché à ce personnage emblématique. Une autre part belle, est faite à Horus lui-même. Horus qui n'est désormais plus qu'une ombre gigantesque. Ça y est, il a accédé au rang de divinité du chaos. Et franchement, le tableau que Dan Abnett nous en dépeint est absolument terrifiant. Horus est devenu, au-delà de toute terreur, il est devenu la terreur fondamentale. Et l'empereur, naturellement, est également toujours autant mis à l'honneur, mais toujours en cultivant cette espèce de mystique autour de ce personnage. L'empereur, il parle peu, mais quand il parle, putain, là, ça parle bien, quoi, si tu veux.
Il parle peu, mais il parle bien. Le même mystère très épais demeure auprès de l'empereur. On en sait un peu plus sur la relation qu'il entretient avec ses propres fils. Et l'empereur va connaître un cheminement assez particulier tout au long de ces trois ouvrages. Ces trois ouvrages qui abattent une carte du tarot impérial, la carte du roi sombre. Les légions du chaos, les démons n'ont que ce mot-là à la bouche. La venue du roi sombre, l'avènement du roi sombre. Toutes les intrigues secondaires s'articulent autour de ça, s'articulent autour de la certitude de la naissance du roi sombre. Eh bien, ce roi sombre, naturellement, en tant que lecteur, nous y voyons l'ombre d'Horus. Eh bien, les écrits nous la font complètement à l'envers. Ce roi sombre n'est pas qui l'on croit. Je ne vous en dis pas plus à l'heure actuelle. Je pense que toute la saveur de ces récits tourne autour de ça, tourne autour de cet avènement du roi sombre à venir. Et du côté d'Horus, comme celui de l'empereur, il y a un enjeu absolument phénoménal autour de l'affrontement à venir. C'est quel aspect allons-nous choisir pour nous affronter, père et fils? Franchement, une bonne partie de l'écrit tourne autour de ça, et c'est, je pense, un des éléments les plus intéressants qu'il y ait dans toute la saga de l'hérésie d'Horus. C'est proprement passionnant. Le warp s'invite dans la discussion. Oh là là, mais c'est d'une richesse infinie, tout simplement, tant et si bien que j'ai du mal à en saisir l'essence à travers quelques minutes derrière un micro. Donc, si vous le voulez bien, nous allons passer au duel Sanguinus versus Horus. Nous savons comment il s'achève. Et à ce titre, eh bien, Dan Abnett ne prend pas de gants pour nous décrire l'atrocité qu'est l'exécution de Sanguinus. Ah bah là, en tant que joueur BA, naturellement, la petite larme à l'œil, la petite torsion testiculaire, c'est extrêmement difficile à vivre. Et cette exécution de Sanguinus, eh bien, elle va donner à quelque chose que nous n'avons jamais vu encore, c'est la rage noire. Et la rage noire, la Légion dans son intégralité des Blood Angels y succombe. Et là, ça fait tourner les affrontements demeurant sur Terra dans une violence, mais proprement indescriptible. Donc il y a une bonne part du lore Blood Angel qui est creusé, qui est enrichi, qui est fouillé à travers cette naissance de la rage noire qui infecte même ses membres les plus incroyables, ses membres les plus glorieux, comme le capitaine Raldoron, comme le capitaine Ascaelon. Ces parangons de vertu et de prouesse martiale ne deviennent plus que des animaux enragés. C'est oh là là, c'est vraiment dur, hein, ça, putain, en tant que joueur Blood Angel, d'assister à ça. Mon Dieu, mon Dieu. Et l'exécution de Sanguinus prend fin à la phase du tome 2 et le tome 3 eh bien, est consacré tout intégralement au duel empereur-Horus. Donc là, vous me poserez la question, est-ce que ce duel est à la hauteur des attentes? Eh bien, la réponse est oui, 10 000 fois oui. Cet affrontement est absolument dingue. On parle vraiment d'un affrontement de Dieu. On parle d'un affrontement absolument biblique. On parle de prouesses martiales déployées qui ne connaissent aucun équivalent. On parle d'un affrontement qui se fait sous le regard des 4 dieux du chaos en personne, dans une cathédrale de jets aux proportions absolument pharaoniques. On parle d'un affrontement qui se déroule sur plusieurs dimensions simultanées et on parle d'un affrontement qui se fait dans l'horreur la plus absolue. L'empereur est malmené comme jamais. Il a choisi d'affronter Horus sous sa forme humaine. Et donc, il y a un prix à payer à ça. Horus est devenu un dieu. L'empereur a fait le choix de se présenter à lui tel un homme. C'est extrêmement compliqué pour lui. Et donc, cet affrontement qui se déroule du coup sur plusieurs centaines de pages, on parle de quelque chose d'absolument immense.
et c'est, symboliquement, c'est un père face à son fils et il y a toujours le doute, aussi bien dans un camp que dans l'autre. Le doute, le doute, le doute, le doute. Horus a-t-il encore cette part d'humanité en lui? L'empereur est-il réellement cette créature sans émotion qui ne souhaite que mettre à mort son fils? Tout s'incarne, toute l'hérésie d'Horus s'incarne dans cet affrontement aux enjeux planétaires, aux enjeux stellaires, aux enjeux pluridimensionnels. Franchement, là, Dan Abnett, il nous sort l'artillerie lourde. L'écriture est complètement dingue. On a des affrontements simultanés dans le Warp entre l'Empereur et Horus et tous les aspects de ces deux personnages. Ils s'incarnent sous plusieurs aspects et on a un affrontement qui connaît un déroulement en plusieurs étapes. L'étape martiale, purement physique, l'étape pluridimensionnelle, l'étape psychique, l'étape symbolique où on va utiliser les cartes du tarot et les arts divinatoires pour projeter la bataille dans d'autres sphères. C'est absolument passionnant. C'est un duel comme, honnêtement, dans la littérature au sens global, il est difficile de trouver un duel d'homme à homme, de dieu à dieu, plus emblématique que celui-ci. La conclusion nous laisse absolument pantois et Dan Abnett a le bon goût finalement de projeter cette fin de la guerre dans les 10 000 ans à venir. Par exemple, plusieurs références sont faites. Outre le roi sombre, nous allons voir apparaître ça et là la carte du fléau, la carte d'Abaddon, la carte de ce personnage qui, j'en ai assez peu parlé, mais tout au long des ouvrages de ce siège of Terra est l'un des personnages principaux et est un personnage passionnant car lui se fait du souci pour son père, il voit Horus se faire contaminer par les puissances de la ruine, lui qui, Abaddon, a toujours voulu rester simple soldat, a toujours voulu s'emparer du palais de l'empereur par l'effet d'armes et par absolument rien d'autre. Et Abaddon est absolument déchiré par ce qui arrive à son père, par ce qui arrive à sa légion, par finalement ce warp dont il n'a jamais voulu. Abaddon est vraiment mis à l'honneur tout au long de ce siège of Terra. On prépare le terrain à son retour. La carte du fléau est abattue sur la table. Le tarot de l'empereur a parlé. Abaddon sera là pour les 10 000 prochaines années. Que dire de plus sur ce siège of Terra? La trilogie finale, mais je l'ai absolument dévoré. Je pense que chacun de ces livres, je les ai bouffés en 3 jours maximum. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable. Ne serait-ce que pour arriver à cette trilogie infernale, vraiment un affrontement apocalyptique, ça vaut le coup. Siège of Terra, ça vaut le coup d'être parcouru. Donc vous pouvez faire, comme je l'ai dit, vous passer de quelques ouvrages comme Le Premier Rempart, comme Mortis, pour aller droit au but, donc en commençant par la guerre solaire, en s'offrant sur un plateau d'argent ce qu'est cet affrontement incroyable qui se déroule à la porte de Saturnine, s'offrir également cet affrontement au seuil de la porte d'éternité, mais qui est proprement héroïque, c'est incroyable. Et naturellement, cette dernière trilogie qui est, ce qui s'est fait de mieux dans toute la Black Library. Naturellement, je n'ai pas lu tous les ouvrages ni de la Black Library, ni de l'Hérésie d'Horus, je n'ai pas tout lu, mais franchement, ce truc-là, cette dernière trilogie, elle me paraît tout simplement insurpassable en termes de qualité de narration, en termes, là, naturellement, on touche du doigt les plus grands enjeux galactiques qui aient jamais eu lieu. Voilà, difficile de mettre plus d'enjeux, de mettre plus d'épique, de mettre plus de tragédie dans tout ça, parce que finalement, la chose se lit
telle une grande tragédie. À la fin, tout ce qu'il nous reste, eh bien, c'est un père qui tue son fils, c'est un frère qui tue son frère, et les écrits de Dan Abnett rendent véritablement hommage à ça. Primarque comme démon, Dieu comme simple soldat, Dan Abnett a réussi à remettre l'humain au cœur de tout ça. Malgré les affrontements pluridimensionnels, malgré les puissances de Dieu qui s'articulent dans votre cerf, dans votre masse d'armes, l'humain est au cœur du récit de cette fin et de cette mort, et c'est absolument prodigieux. Honnêtement, je ne sais pas si on peut taxer le truc de grande littérature, enfin ça me paraît difficile, mais dans notre cœur d'amateurs de Warhammer 40 000, eh bien ça en est tout simplement. Ça en est, c'est de la grande littérature, on est absolument absorbé par ça. Horus versus l'empereur, c'est le plus grand affrontement de tous les temps. C'est ce dont on a toujours rêvé. C'est ce qui a façonné l'univers dans lequel on rêve jour après jour. Et ce Siege of Terra, eh bien, c'est une œuvre dans sa globalité, même avec les inégalités en son sein. C'est une œuvre absolument fondamentale, vraiment fondamentale. Je ne peux que vous encourager à vous y plonger. Moi, honnêtement, j'ai pris vraiment une grosse tartine dans la gueule à lire cette trilogie finale. C'était absolument prodigieux. J'en étais tout pantois, j'en étais tout bouleversé, parfois une véritable émotion. Point à la lueur de ce récit, c'est absolument incroyable. Je vais arrêter là. Voilà, vous en connaissez tout le bien que j'en pense. Lisez Siege of Terra par pitié, c'est génial, c'est Sanguinus, c'est l'Empereur, c'est Horus, c'est Rogue Aldorn, c'est Constantin Valdor, c'est tous les plus grands héros que l'Imperium ait jamais portés. C'est une histoire absolument délirante dans ses enjeux, c'est le drame incarné, c'est une tragédie au sein même du Warp, c'est prodigieux. Allez-y, coup de cœur total, Rural Hammer, de la grande littérature malgré tout, franchement malgré tout ce qu'on peut en penser, c'est de la grande littérature dans nos cœurs de joueurs, et je conclurai là-dessus. Portez-vous bien, à bientôt pour quelques petits épisodes de lore supplémentaires. Envoyez vos quelques mots sur la page peinture Brother Maxou Painting, et à plus tard les mecs pour de la poésie guerrière sur Rural Hammer. Ciao et portez-vous bien.